elles sont tombées sans trop savoir pourquoi. Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre, avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi. Ils sont Ils sont tombés, Charles Aznavour, évidemment, pour démarrer cette émission spéciale que nous avons préparée sur RCJ pour vous parler de l'Arménie, pour vous parler du Haut-Karabakh avec un certain nombre d'invités qui vont être avec nous pendant 1 heure en studio. Nous serons dans quelques instants en liaison vidéo avec Madame la maire de Strasbourg. En studio, à mes côtés, Jacky Mamou, bonjour. Bonjour. Jacky, merci d'être avec nous. Vous êtes notamment président du collectif Urgence Darfour, ancien président de Médecins du Monde, et c'est peu de dire que vous êtes l'un des militants humanitaires en France les plus actifs et les plus respectés. François Devedjian, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, évidemment vous aussi très impliqué dans la cause et la défense du peuple arménien. Richard Audier, bonjour. Bonjour André. Vous êtes directeur général du FSJU, également président du centre Simon Wiesenthal, compagnon de route, si je puis me permettre, de Jacky Mamou depuis de nombreuses années sur toutes les causes humanitaires et lauréat en 2017 du prix Copernic pour votre travail contre la folie génocidaire. C'était avec Jacky Fredge. On a entendu la voix de Charles Aznavour. Il y a d'autres voix qu'il faut entendre aujourd'hui, comme celle de Grigor. Ils bombardent nos maisons, beaucoup de gens ont été tués. Nous avons quitté le village et nous nous sommes enfuis. Comme la voix d'Elvart, nous avons vécu des jours horribles. Je n'aurais jamais pu imaginer que nous en arrivons là. Nous quittons notre Karabakh et nous partons. La voix de Svetlana. Il y avait beaucoup de gens en voiture. Il nous a fallu 2 jours pour atteindre Goris. Nous avions faim et soif sur la route. Nous avons dû arrêter la voiture pour demander du pain aux gens, pour nos enfants. La voix d'Aïda. Lorsque les forces azéries ont commencé à tirer sur nous, mon petit-fils a couru vers le sous-sol de notre voisin. Il était sous le choc. Il n'a que 12 ans et demandait si nos parents et nos amis allaient bien. Nous avions même peur de sortir pour apporter de l'eau. Ils nous tiraient dessus lourdement. Des débris de bombes sont tombés dans notre cour. L'enfant de ma sœur a été tué. De nombreux membres de ma famille ont été tués. Ou la voix de Ramzik. Nous étions en train de travailler à l'école, il est professeur de mathématiques, quand les bombardements ont commencé. C'était la dernière heure de travail. Nous sommes restés dans l'abri antiaérien de l'école pour être en sécurité. Ces voix, il y en a 65 031 autres qui actuellement ont quitté leur pays, ont quitté le Haut-Karabakh. C'est ces voix-là, Richard Audier, je vais démarrer avec vous avant de retrouver Madame la maire de Strasbourg, que nous voulions faire entendre ce matin sur RCJ. Oui, franchement... Vous disiez que Jacky Mamou et moi, on est des militants depuis longtemps des causes perdues et en fait, on en a marre de les perdre. Et sur le sujet du Haut-Karabakh et de l'Arménie, on n'a pas envie de les perdre. On demande une révolte européenne. On va en reparler pendant le débat. Et c'est pour ça qu'avec le Fonds social à Strasbourg, on a voulu entendre Jeanne Barséguian, le maire de Strasbourg, parce qu'elle a fait un voyage il y a quelques mois d'alerte. On va en parler avec elle. Et en fait, voilà, il y a un moment où la communauté européenne et Strasbourg est la capitale de l'Europe doit prendre les devants. On ne peut pas laisser faire ça. Ça ne sert à rien d'entendre sans arrêt des sujets comme plus jamais ça, devoir de mémoire, pour en arriver à la situation d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a voulu cette émission spéciale. Madame la maire, Jeanne Barséguian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en liaison vidéo depuis votre mairie. Vous êtes maire de Strasbourg. Votre arrière-grand-père, vous me dites si je me trompe, Sarkis Barséguian, a été arrêté le 24 avril 1915 lors de la rafle des intellectuels arméniens de Constantinople. Votre arrière-grand-mère était écrivain, Berdjoui Barséguian. Elle a été députée de la République démocratique d'Arménie. Elle est arrivée en France au début des années 20. Quelle famille, Madame la maire. Et vous-même, vous êtes rendue donc en août dernier avec une délégation d'élus français dans cette région. Il y avait également avec vous des camions d'aide humanitaire. C'était il y a à peine 1 mois. On va parler bien sûr de ce qui se passe aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu déjà et ressenti à ce moment-là ? Oui, merci de votre invitation. Et effectivement, il est assez effrayant de constater qu'en quelques semaines, la situation a très fortement évolué. On y reviendra. Donc, j'ai eu
l'honneur de pouvoir participer à cette délégation qui était conduite par la maire de Paris, Anne Hidalgo, avec de nombreux élus d'autres régions et villes françaises de manière transpartisane. Et l'objectif, c'était d'aller constater la situation qui était déjà dramatique sur place. C'était fin août. Nous avons accompagné un convoi humanitaire, une dizaine de camions remplis d'alimentation pour les enfants, remplis aussi de générateurs électriques, puisque le territoire du Haut-Karabakh et sa population subissaient déjà depuis plusieurs mois le blocus décrété par l'Azerbaïdjan et en fait la seule voie d'accès humanitaire, le corridor de Latchin, eh bien nous avons pu constater sur place qu'il était bloqué, qu'il était fermé et que l'aide humanitaire, notre convoi, mais aussi des dizaines d'autres camions humanitaires affrétés par des ONG, affrétés par le gouvernement arménien, étaient bloqués et ne pouvaient pas subvenir aux besoins de cette population, 120 000 Arméniens, dont 30 000 enfants. Donc c'était déjà dramatique et la suite, malheureusement, nous a prouvé qu'elle l'est devenue encore plus. Quelles sont les informations que vous avez aujourd'hui sur le terrain? La situation évolue bien sûr d'heure en heure, mais on sait que plus de la moitié de la population du Haut-Karabakh est partie et sur les routes. Comment vont-ils? Comment aujourd'hui peut-on les aider? J'ai peu d'informations, si ce n'est celles que transmettent les médias comme les vôtres. Mais ce qui est incroyable, c'est de voir, je vous disais, 120 000 Arméniens au Karabakh. C'est déjà en quelques jours, en à peine quelques jours, la moitié de cette population qui a pris la route de l'exil par le seul, donc, la seule voie d'accès, donc ce corridor de Latchin qui depuis a été rouvert et qui permet à ces familles, à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants de fuir, mais dans des conditions absolument terribles. Et ce qui me rend personnellement ce qui me choque beaucoup dans cette situation, et je pense qu'on y reviendra, c'est le fait que cette situation était parfaitement prévisible. Mmh. Et quand, avec cette délégation d'élus français, nous nous sommes rendus sur place, c'était pour alerter, c'était pour demander que la communauté internationale ouvre les yeux, que l'Europe ouvre les yeux et que rapidement soient envoyées des forces d'intervention et de sécurité pour la protection de ces populations civiles. Ce qui n'a pas été fait. On va revenir à la France et à l'Europe, Madame la maire, mais François Devedjian, vous êtes d'accord avec ce que dit Jeanne Barséguian sur le fait que cette situation était prévisible et qu'on n'a rien fait? Ah mais totalement d'accord, cette situation est prévisible, j'ai envie de dire depuis 3 ans et en réalité depuis beaucoup plus puisque je rappelle que la première guerre dite du Karabakh au début des années 90, qui s'est terminée en 1994 par une victoire arménienne et la libération d'une partie significative de ce que les Arméniens appellent l'Artsakh et que les Russes appellent le Haut-Karabakh et que les Turcs appellent le Karabakh, à la fin de 1994, le groupe de Minsk a essayé pendant 30 ans de mettre en place une paix, et une paix pérenne, durable et dans la mesure du possible juste, ce que voulait l'ensemble des parties. L'Arménie a ses torts dans le fait de ne pas avoir réussi à construire cette paix, mais l'Azerbaïdjan, pendant 30 ans, a refusé toutes les paix et toutes les pistes de paix. Elle n'a jamais voulu la paix avec l'Arménie. Elle a toujours voulu récupérer le Karabakh. En 2020, l'agression a été d'une violence inouïe avec des armes de destruction massive, avec des bombes au phosphore, avec vraiment l'horreur absolue. Et on savait très bien, depuis le cessez-le-feu et l'accord du 10 novembre 2020, que l'Azerbaïdjan, dès qu'elle en aurait l'occasion, terminerait le travail et viendrait... voilà. Et j'aurais envie de dire, pour faire écho à ce que disait Mme Barséguian, qu'en plus de ça, depuis 9 mois, il y a un blocus illégal condamné par la Cour internationale de justice qui a totalement affamé cette population, qui s'est retrouvée totalement démunie avec moins de 10 000 hommes en armée d'autodéfense équipés uniquement d'armes légères, affamés depuis 9 mois. Ils ont été balayés en quelques heures. Et on savait que ça arriverait. Et aujourd'hui, les infos que j'avais ce matin, on était à 78 000 personnes sorties. Et pardon, mais les gens ne sortent pas facilement. On les sépare.
on sépare les hommes des femmes, des enfants et des vieillards. On les fait passer devant des caméras en leur demandant de lever la tête pour vérifier qu'ils ne sont pas sur les listes. On est de retour. C'est quoi ces listes ? La liste des personnes que l'Azerbaïdjan estime, qualifie de terroristes, comme Rouben Vartanian qui a été fait prisonnier. Tous les responsables politiques, militaires, les élus de l'Artsakh pendant 30 ans sont, et tous les hommes en réalité susceptibles de porter les armes ou d'avoir porté les armes sont sur cette liste. On va revenir après sur la situation sur le terrain, mais Madame la maire n'étant avec nous que quelques minutes, je voulais que vous nous parliez également de la position et du rôle de la France. On voit le drapeau français dans votre bureau, dans votre mairie, Strasbourg évidemment capitale de l'Europe. On a entendu les déclarations du président de la République Emmanuel Macron sur ce sujet. Il y a une aide financière supplémentaire qui a été débloquée. Est-ce que c'est suffisant ? On se parle sans langue de bois politique, Madame la maire, je sais que c'est votre cas. Est-ce que c'est suffisant ou pas ? Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on doit faire de plus ? Qu'est-ce que peut et doit faire de plus la France et l'Europe ? Non, c'est bien sûr insuffisant puisque alors j'ai le drapeau français, vous le voyez pas, il y a le drapeau européen juste à côté. Mais vous avez raison de dire que la France se doit de jouer un rôle primordial sur ce dossier. Alors certes, Emmanuel Macron s'en est exprimé il y a quelques jours, mais j'allais dire un peu tard. Ce qu'on attendait et au moment où nous nous sommes rendus sur place, il y a maintenant un mois avec cette délégation française, c'était pour demander que la France porte le dépôt d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU permettant de dépêcher des casques bleus pour aller protéger ces personnes. Et force est de constater qu'aujourd'hui, personne n'est là pour garantir leur sécurité. Strasbourg, vous l'avez dit, est capitale européenne. On est siège aussi du Conseil de l'Europe. Pourquoi le Conseil de l'Europe n'a pas dépêché des missions d'observation du respect des droits humains également par rapport à ce qui était dit à l'instant, c'est-à-dire que un tri est fait sur place entre les personnes qui auraient le droit de rejoindre la République d'Arménie dans des conditions dramatiques et ceux qui sont fichés par les autorités azerbaïdjanaises. Donc on est sur une violation des droits humains, sur une violation du droit international. Et oui, j'aurais souhaité que la voix de la France se fasse encore plus forte, même si bien sûr, ça n'est pas la France seule, c'est l'ONU, c'est le Conseil de l'Europe, c'est l'Union européenne aussi qui, selon moi, a une forte responsabilité dans la situation actuelle. Dernière question. Oui, allez-y, Richard Audier. Justement, François devait déjà en parler. En 2020, avec l'Union des étudiants juifs de France, Noémie Madar et le Fonds social juif unifié, on avait essayé de monter une campagne justement à la fois humanitaire, c'était au milieu du Covid, pour aider les populations locales, mais surtout avoir une démarche politique préventive, comme l'évoquait justement François, auprès des politiques qui ont toujours des positions moralement justes, en tout cas pour les démocrates, mais qui est peu traduite des faits. Et comment vous expliquez, parce que vous êtes un maire d'une des capitales les plus importantes d'Europe, l'incapacité de la France, au moins en tant que membre du Conseil de sécurité, de mobiliser cette structure dans un cas pareil. On n'a rien à perdre à être moralement juste. Alors, moi, ce que j'ai constaté, en tout cas dans les échanges que j'ai pu entendre, c'est que tout le monde était très mal à l'aise. J'ai senti que les dirigeants européens étaient très mal à l'aise sur ce dossier parce qu'en fait, il y a une imbrication, et vous le savez bien, d'enjeux géopolitiques, territoriaux, énergétiques, qui viennent s'entremêler dans ce secteur du Caucase du Sud et où entrent en jeu, vous l'avez dit, non seulement l'Azerbaïdjan et l'Arménie, mais aussi la Turquie, mais aussi la Russie. Et en fait, j'ai eu le sentiment que la communauté internationale et l'Union européenne étaient tétanisées en fait à l'idée d'intervenir, peut-être parce que l'Union européenne a dû sceller en urgence des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan au moment de l'explosion des prix de l'énergie, parce que évidemment on est sur un fond de
de guerre, enfin le contexte de la guerre en Ukraine et de l'invasion de la Russie, de l'Ukraine par la Russie, parce que l'Union européenne a aussi des accords avec la Turquie sur la question des migrants venus de Syrie et du Sud et des pays du Sud. Donc en fait, moi, ce que j'ai ressenti, et ça aussi, ça m'a profondément choquée, c'est que on s'empêchait d'avoir une intervention humanitaire qui est de l'ordre humanitaire pour des raisons géopolitiques, alors dont je ne nie pas l'importance, mais il me semble que dans des situations pareilles, la primauté doit aller au respect des droits humains, à la protection des populations civiles et à l'aide d'urgence humanitaire. Et ce n'est pas ce qui a été fait. Et on en voit aujourd'hui le résultat dramatique. On va continuer à en parler dans un instant. Dernière question, Madame la maire, cette émission spéciale a lieu sur RCJ, la radio juive, un média du Fonds social juif unifié que vous connaissez bien. Ce soutien de la communauté juive envers le peuple arménien, c'est quelque chose d'important pour vous ? Oui, bien sûr. Alors, ce qui unit la communauté arménienne et la communauté juive, c'est malheureusement la tragédie de l'histoire. C'est la connaissance, j'allais dire, dans sa propre chair de la tragédie des génocides, de la tragédie des crimes contre l'humanité. Et ce que je trouve désespérant, ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est que nous sommes les uns et les autres très mobilisés sur le devoir de mémoire, sur la sensibilisation et l'éducation des jeunes, sur la lutte contre l'antisémitisme, contre le racisme, et pour autant, dans les moments où de nouveaux drames humains se font jour dans le monde, on a une communauté internationale qui détourne à nouveau le regard. Et je pense que c'est absolument insupportable. Et je crois qu'il est effectivement de notre devoir, j'allais dire, collectif et de notre devoir humaniste que de continuer à interpeller et à dire qu'au XXIe siècle, ce type de situations sont tout simplement inacceptables. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la maire, en direct de Strasbourg. Jackie Mamou, je me tourne vers vous. Merci beaucoup. On essaye toujours, sur cette antenne, d'expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas, comme vous, autour de la table, des spécialistes de la région. Comment est-ce qu'on peut expliquer de la manière la plus simple possible, Jackie et peut-être Maître Devedjian, ce qui se passe depuis des années là-bas, et pour bien expliquer aussi la géographie de la région à nos auditeurs qui s'y collent, entre guillemets. Vous, François, Jackie, Richard. Peut-être sur la géographie. Alors, la géographie, on est à la fois, c'est de la géographie, de la politique ou de l'histoire, au milieu de trois empires. L'Empire ottoman, qui est la Turquie actuelle, l'Empire perse, l'Iran actuel, et l'Empire russe, le plus jeune, mais pas le moins agressif non plus. Donc, l'Arménie est vraiment au cœur de ça, ce qui politiquement la place à la fois dans une situation exceptionnelle et à la fois dans une situation de difficulté énorme. Géographiquement, l'Artsar, pardon, je donne son nom arménien au Karabakh, est une montagne, c'est même le château d'eau du Caucase. Donc c'est une région stratégique, c'est aussi un bouclier pour l'Arménie. C'est une région dans laquelle les Arméniens sont présents depuis à peu près 25 siècles et dans laquelle aussi les premières églises et les premiers monastères ont été bâtis. L'alphabet arménien, l'Arménie a son propre alphabet, a été créé en Artsar. Donc, de ce point de vue-là, historique et géographique, c'est un lieu tout à fait essentiel. Et aujourd'hui, l'Artsar est situé, certains disent en Azerbaïdjan, c'est tout à fait contestable, mais en tout cas, à la frontière de l'Azerbaïdjan, pas très très loin de l'Iran et de l'Arménie. Pourquoi je dis que c'est contestable sur la situation géographique ? Parce qu'en réalité, le rattachement
plus administratif qu'autre chose de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan date de 1921. C'est une décision prise par l'URSS et en particulier par Staline, mais pas seulement par Staline. C'est l'ensemble de l'URSS qui prend cette décision, qui la prend en accord avec Atatürk. Lorsqu'il y a, en fait, dans ces années-là, c'est la fin de la conquête d'Atatürk de la Turquie moderne, et la Russie recule dans ces zones du Caucase, trouve un accord avec Atatürk, et dans le cadre de cet accord, où les Russes sortent de leur révolution bolchevique et sont quand même pas non plus dans une situation d'extrême force, ils conviennent de la frontière de l'URSS, et également de créer 2 enclaves turques qui sont l'Artsakh, dont on parle aujourd'hui, et le Nakhitchevan, qui est une exclave techniquement de l'Azerbaïdjan, qui se situe entre l'Arménie et la Turquie, qui était une zone arménienne, dans laquelle il y avait encore, après la Seconde Guerre mondiale, à peu près 50% d'Arméniens, et dans laquelle aujourd'hui, non seulement il n'y a plus d'Arméniens, mais il n'y a plus aucune trace du passage des Arméniens. Ils ont tout rasé. Sur place. Ouais. Jackie Mamou, on va parler de l'humanitaire, évidemment, mais est-ce qu'on est face à un conflit sans fin, finalement, quand on entend Maître Devedjian Je ne sais pas si c'est un conflit sans fin. Écoutez, en tous les cas, c'est sûr qu'avec des régimes dictatoriaux, autoritaires, comme sont les régimes de cette région, je ne parle pas de l'Arménie, est-ce que la relève qui viendra après ces dictateurs, c'est-à-dire le dictateur d'Azerbaïdjan, le dictateur russe et même les Iraniens dans le coin, est-ce qu'il y aura une nouvelle donne après ? Personne n'est capable de le dire maintenant. Donc il vaut mieux qu'on s'intéresse à ce qui se passe maintenant. Alors allons-y. Donc les gens fuient. Les Arméniens fuient. Pourquoi ils fuient ? Il faut comprendre qu'est-ce que c'est, et nous les Juifs, nous le savons particulièrement, la mémoire du génocide est une chape de plomb sur la tête des Arméniens. Comme c'est le cas des Juifs, comme c'est le cas des Tutsis, du Rwanda et d'autres peuples. Même quand il y avait une cohabitation, il y a eu beaucoup de pogroms anti-arméniens avant que le Haut-Karabakh prenne son indépendance. Il y a eu beaucoup de pogroms de la part des forces et des populations d'Azerbaïdjan. Donc que les gens, maintenant, aient la mémoire et du génocide antérieur en Turquie et des exactions de masse qu'ils ont subies dans le passé, c'est logique, c'est humain. Donc les gens fuient. Monsieur Devedjian a bien noté que les gens qui fuient aussi, ils sont filtrés. On les empêche de passer facilement. La personne dont on a parlé tout à l'heure, Ruben Vardanian, qui est un philanthrope, c'est un homme très riche, qui a fait fortune en Russie. C'est un homme très riche, mais c'est un philanthrope. C'est le fondateur du prix Aurora, qui est un prix qui a une grande notoriété internationale et qui distingue des personnalités qui ont joué un rôle essentiel dans le domaine humanitaire au profit des populations. Et c'est drôle, c'est un petit clin d'œil de l'histoire comme ça. Vous savez que je m'intéresse particulièrement au Darfour et au Soudan. Et là, il y a eu un des récipiendaires, du prix Aurora, le docteur Tom Catena, qui est le docteur bien connu, qui travaille dans les monts Nouba au sud du Soudan, qui a envoyé un tweet là récemment pour protester contre l'arrestation de Ruben Vardanian, puisqu'il a été décoré par lui. Donc vous voyez, là on est sur une succession de crimes de guerre, parce que la non-distinction entre les populations civiles
et les forces armées est un crime de guerre. Donc, les bombardements massifs qui ont eu lieu, le fait qu'ils arrêtent d'une manière arbitraire les gens qui sont des civils, le fait qu'ils empêchent les populations de fuir, tout ça, ce sont des crimes de guerre. Et ça a été rappelé récemment, le Haut-Karabakh a été victime d'un blocus alimentaire et médical pendant des mois et des mois, sans que vraiment la communauté internationale ne s'émeuve de ça. Sans qu'on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on parle parce qu'effectivement, il y a ces images de réfugiés, etc. Mais vous l'avez tous rappelé, blocus alimentaire depuis des mois à quelques milliers de kilomètres de chez nous. Voilà, donc c'est une population apeurée, précarisée, terrorisée, qui fuit. Donc, premièrement, il faut sauver ces gens-là. D'abord, avant tout, avant de discuter politique, géopolitique, il faut sauver les gens. Donc, les gouvernements européens doivent prendre leurs responsabilités et taper un petit peu du poing sur la table, un petit peu. D'accord ? On sait comment ils sont glués dans des alliances incroyables, avec l'Azerbaïdjan, tout ça pour le pétrole, et le gaz. Évidemment. Et donc, ils ont les mains liées. Et puis, une fois de plus, on recule. On recule devant les dictateurs. On recule devant les gens qui font des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. On recule. Qu'est-ce que c'est que la conscience européenne dans ces cas-là ? C'est quoi la conscience européenne ? C'est le mode de vie cool, c'est la liberté d'opinion, etc., etc. Maintenant, on n'est plus dans ce monde où ces valeurs, si vous voulez, sont essentielles pour identifier une civilisation. Donc, ils doivent prendre leurs responsabilités, pas seulement parler et faire couler une larme de crocodile sur leur visage. Comment on fait, Richard Audier, pour, comme l'a dit Jacky Mamou, sauver ces gens ? Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut être mis en place, qu'on a bien compris la situation ? Qu'est-ce qui peut être mis en place sur le plan humanitaire ? Franchement, on est sur RCJ, la radio des cultures juives, et on devrait tous avoir lu les 40 jours du Moussa Nouga de Franz Werfel, qui raconte dans les années 30, je crois 35, l'histoire du génocide arménien, donc 20 ans après. Et le vocabulaire qu'emploie Franz Werfel sur le génocide arménien, donc dans ce livre exceptionnel, c'est un roman exceptionnel, en fait, il donne toutes les techniques de ce que décrit Jacky Mamou depuis tout à l'heure, en fait, sur les populations civiles. Et il l'écrit en 1935. Hitler était là depuis 2 ans en Allemagne. Et la conscience européenne de l'époque n'a pas bougé. Et moi, ce qui me gêne, et c'est intéressant qu'on ait eu le maire de Strasbourg, justement, c'est que moi, j'ai honte de l'Europe aujourd'hui, il faut le dire. On a 2 sièges au Conseil de sécurité avec l'Angleterre et la France. On peut être mis en défaut. Il faut dire, les Russes peuvent mettre leur veto. Mais on peut au moins essayer. Mais on doit essayer. On peut monter une délégation, ce qu'elles ont fait avec Anne Hidalgo il y a quelques mois sur place, se mettre en opposition physique. Parce que le devoir humanitaire, c'est pas un devoir de passer sur RCJ. Le devoir humanitaire, comme le dit Jacky Mamou, c'est d'aller sur place et de protéger. Or, aujourd'hui, la conscience du génocide a empêché le moindre possibilité de révolte, à la fois parce qu'il n'y avait pas les armes, et même par la peur physique de retourner là-dedans. Donc il faudrait que les armées, au moins d'hommes politiques, débarquent là-bas et se mettent en opposition pour sauvegarder ces populations civiles. La neutralité comme ça, et puis les petits tweets, etc., est insupportable. Alors heureusement, les consciences politiques, et on parlera tout à l'heure sûrement du rôle d'Israël, de la communauté juive, mais la conscience politique, elle est là. Le diagnostic, il est posé. François Devedjian a donné les éléments clairs aussi à nos auditeurs. Mais nous sommes des militants. Et les militants, on est frustrés en permanence parce que bien sûr, on ne peut pas rendre intelligent un dictateur. Et on ne peut surtout pas penser qu'un dictateur va s'arrêter. On le voit en Ukraine aujourd'hui. Quand un dictateur a envie de faire quelque chose, on le voit en Iran. Et on a rendu il y a une semaine hommage aux femmes iraniennes pour l'anniversaire de la révolution des femmes en Iran. Un dictateur, il s'en fout. Voilà. Un dictateur, il n'en a rien à faire d'une pétition, il n'en a rien à faire d'une petite condamnation. Mais au moins, l'homme politique qui est présent, on ne lui demande pas à lui de faire une pétition. Il a été élu pour ça. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui
assez fortement de la communauté internationale, au moins de nos pays européens. Sandrine, Oui, juste un petit clin d'œil de l'histoire. Vous savez, Limkin, c'est celui qui a conceptualisé la question du génocide. Et donc ça, c'était juste au lendemain de la guerre. Mais il a travaillé pendant des décennies avant sur ces questions du crime contre l'humanité, du crime de génocide. Et tous ses premiers travaux sont fondés sur l'histoire du génocide arménien. Donc le petit juif polonais, Lipkin, qui était un juriste, hein, il a conçu ce qui allait devenir maintenant un terme employé des fois à tort et à travers. Oui, mais employé et qui fait un consensus sur le plan international, quelle que soit l'orientation idéologique, ça a été conçu sur le crime essentiel du début du XXe siècle, c'est-à-dire le premier génocide des Arméniens. Maître Devedjian. Le deuxième après deuxième, les oui. Il y a les héros et les namas. Voilà, Exactement, vous êtes très précis. en Namibie. Ah oui. Maître Devedjian, on parle beaucoup depuis quelques minutes également avec la maire de Strasbourg de droits humains niés, de cours internationales de justice, etc. Aujourd'hui, là c'est à l'avocat que je m'adresse, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui est fait dans ces cas-là? Alors, qu'est-ce que le droit peut faire? Je vais vous dire quelque chose d'assez terrible. Rien. Le droit a perdu. Moi, je suis devenu avocat, je fais du droit des affaires, pardon, mais je suis devenu avocat parce que je crois au droit, parce que je crois que le monde s'améliore grâce au droit. La grande leçon de ce qui se passe aujourd'hui en Artsakh, en tout cas pour les Arméniens, c'est que le droit a perdu. Et le droit a perdu pas simplement sur les 10 derniers jours, pas simplement sur les 9 derniers mois ou les 3 dernières années. Pour les Arméniens, ça fait presque 150 ans qu'ils perdent le droit. Donc je ne vais pas vous dire qu'il faut faire du droit, même si je continuerai à en faire et je continuerai à me battre sur ces principes parce que je pense que c'est la différence entre eux et nous. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est deux choses. Vous l'avez parfaitement rappelé, c'est d'abord sauver les 120 000 habitants d'Artsakh. Il en reste au moins 40 000 à l'heure où on se parle en Artsakh et chacun, l'un derrière l'autre, il faut aller les chercher et les sauver et leur offrir une vie. Ça, c'est la première urgence. La deuxième urgence, elle est politique, celle-là, c'est de protéger l'Arménie. Il ne faut pas se tromper. La conquête de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan et la Turquie, parce que c'est une conquête conjointe, ce n'est qu'une étape. C'est le début pour vous? Pas le début, mais enfin, on va dire c'est une étape. C'est une étape. C'est quand même une grosse étape. Oui, oui. Mais c'est probablement l'étape, d'ailleurs, qui était, entre guillemets, ça me fait du mal de dire ça, mais la plus facile, politiquement en tout cas, et juridiquement, au regard de ce qu'on appelle le droit international, qui n'est rien d'autre que la loi du plus fort. La deuxième étape, c'est le Syunik, cette bande de terre de la République d'Arménie, coincée entre donc, le Nakhitchevan, l'Azerbaïdjan des deux côtés, et qui fait la liaison de l'Arménie avec l'Iran. Et je sais que l'Iran est un pays compliqué avec une dictature épouvantable, et je pense tous les matins aux femmes iraniennes que je trouve exceptionnelles. Mais pour les Arméniens, l'Iran est un pays qui s'est toujours comporté de façon humaine. Alors quand votre seul véritable allié, c'est l'Iran, vous imaginez la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes mal barré, si vous me permettez l'expression. Voilà. Ouais. Mais donc ce qu'il faut faire, c'est protéger l'Arménie. Aujourd'hui, l'Arménie est prête à faire la paix, à un prix démesuré, mais c'est le prix de sa survie. Le gouvernement arménien a refusé d'intervenir en Artsakh. C'est terrible, et je crois qu'il a eu raison, parce que s'il était intervenu, c'est toute l'Arménie qui serait partie. Aujourd'hui, il est prêt à faire la paix. Il est prêt, dans la mesure du raisonnable, à satisfaire l'essentiel des exigences du dictateur Aliyev. La condition qu'il met, c'est qu'on lui laisse vivre. Les Arméniens demandent juste le droit de survivre aujourd'hui. Et je crois que la communauté internationale, dans cette démarche de paix, doit soutenir l'Arménie et doit après protéger l'Arménie. C'est terrible de se dire que ce cessez-le-feu ou ces négociations sont à ce prix-là, finalement. Oui, mais le plan Wilson
à l'issue de la Première Guerre mondiale, prévoyait une Arménie. Tout le monde s'est assis dessus. On a fêté en juillet les 100 ans du traité de Lausanne, qui est quand même le traité qui dit « je fais passer la force avant le droit ». On va fêter, célébrer en tout cas en Turquie le centenaire de la République d'Atatürk. J'invite tout le monde à lire le dernier livre de Raymond Kevorkian sur justement comment achever un génocide, qui explique comment Atatürk a terminé le génocide et comment Erdogan aujourd'hui explique qu'il faut terminer les restes de l'épée. Donc c'est toujours la même histoire. Donc si c'est le prix à payer, aujourd'hui les Arméniens ils veulent juste que ça s'arrête et vivent sur le peu qui leur reste, le très peu qui leur reste. Jackie Mamou. Non, je pense que notre ami Devedjian a tout à fait raison. Ils s'en cachent pas. Ils s'en cachent pas, les gens d'Azerbaïdjan. Il y a eu des déclarations très fortes. Je crois que c'est le président de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan qui dit carrément qu'ils vont prendre l'Arménie du Sud. Et donc, voilà. On est sur une situation quand même qui risque d'être explosive. Parce que l'Iran a déclaré que c'était un casus belli s'il y avait une attaque de l'Arménie. Donc, là, on rentre dans du dur. Ça va plus être un conflit local, ça risque d'être un conflit très, très grave, avec des répercussions dont on ne connaît pas l'issue. Donc, je sais pas, est-ce qu'ils vont bouger ? Est-ce qu'ils vont bouger, les Européens ? Est-ce que les Américains vont bouger ? Est-ce que ça, c'est possible ? Est-ce qu'on peut secouer un peu ce cocotier avant que la situation n'explose ? Comment est-ce qu'on secoue le cocotier ? Puisque vous utilisez cette expression, Jackie, Richard et Maître Devedjian, je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que les interpeller ? On a fait un appel dans l'Observateur pour sauver les Arméniens, là, il y a 3 jours. Nouvel Obs. Bon, voilà. Le Nouvel Obs, excuse-moi. Bon, voilà, nous, les petits citoyens lambda de base, c'est ce qu'on essaye de faire pour secouer l'opinion publique, pour, en définitive, influencer les décideurs. Voilà, mais les décideurs, ils doivent faire des choses. Ils doivent pas seulement faire des tweets et des phrases de circonstance. Qu'est-ce qu'on peut préconiser ? Allez, imaginons que Emmanuel Macron nous écoute. Ils ont ou fait d'autres. un geste symbolique. Les Français viennent de faire un geste symbolique intéressant. Ils ont ouvert un consulat dans le sud de l'Arménie. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, ça veut dire... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, c'est un bon point. Un bon point pour la présidence française. Très bien. Bon, mais il faut aller au-delà. Très bien. Jackie Mamou, imaginons, je vous pose tous autour de la table, le président de la République nous écoute, il vous écoute, vous lui dites quoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour au moins, effectivement, déjà, comme on le disait depuis quelques minutes, sauver ces gens ? Conseil de sécurité, il l'a dit, Richard, envoyer une présence forte de... je sais pas, de culturel, commercial avec les Arméniens, montrer qu'il y a un intérêt pour l'Arménie. Un soutien économique aussi arménien. Prendre entre 4 yeux Aliyev et Erdogan et lui dire il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges. Alors, après, à définir, moi, je suis pas ni militaire, ni diplomate, etc. Mais ça me paraît logique. Il faut dire que ça va, à un moment donné, basta, quoi. Richard Audier. Moi, j'ai pleuré quand Barack Obama a été élu président des États-Unis. J'ai trouvé ça magnifique. Mais on y a cru. L'erreur, c'est qu'on lui a remis le prix Nobel le jour, pratiquement, de son élection. Or, le prix Nobel de la paix. Bon, ça n'avait pas de sens. On aurait aimé qu'il en fasse quelque chose. Par exemple, moi, je demanderais que Barack Obama prenne un avion et aille sur place, au Haut-Karabakh, aujourd'hui. Qui va oser abattre ? Peut-être il va mourir. Pardon d'être assez cynique, mais voilà. Président Macron, il prend les chefs d'État européens, ils prennent leur hélicoptère. À un moment, on n'a pas 50 ans, on a été 2 fois président de la République, mais on prend des risques dans des situations comme ça. On n'est pas passif. Léon Blum et les 80 députés qui ont voté contre Vichy, ils ont pris des risques. Léon Blum était à Buchenwald. Certains ont été fusillés par la milice. Alors, je ne demande pas ça.
Mais si on est un homme politique, et c'est ce qui nous révolte, Jackie et moi, depuis des années, c'est qu'ils viennent relayer nos tweets. Mais j'en ai rien à faire qu'ils retweetent l'UEJF, Jonathan Arfi, Richard Audier, Maître Ariel Goldman ou François Devedjian. C'est pas le sujet. On ne demande pas à des gens au pouvoir des tweeters. Et pourtant, on le fait. Enfin, on le fait parce que mais nous, on le fait parce qu'on est des militants. Oui, mais comme le dit Jackie, on n'est ni chef d'état-major, on n'a pas fait une carrière politique. Mais eux, le risque physique, dans une situation comme ça, des leaders, est attendu. Maître Devedjian, j'enchaîne parce qu'effectivement, vous n'avez pas fait de carrière politique non plus, mais c'est peu de dire que vous êtes le fils de quelqu'un qui est un grand politique. Et vous savez à quel point sur cette antenne, votre papa était souvent là et à quel point on avait de l'affection pour lui et à quel point il a été aussi de tous nos combats, comme nous avons été des siens. On ne va pas se dire ce qu'il aurait fait aujourd'hui, mais vous qui avez vécu quand même auprès d'un grand politique, qu'est-ce que justement le politique peut et doit faire aujourd'hui ? Alors moi, je signe pour tout ce qui a été proposé, hein. Mais je crois que ça n'arrivera pas. Vous êtes défaitiste, Maître Devedjian. Je suis pas défaitiste, mais... Vous êtes réaliste, on a tous pris un coup sur la tête. Ouais. Il faut comprendre ça. Oui, mais c'est important que nos auditeurs le comprennent. Sur la tête. Ouais. Vous savez, et sur une radio juive, je pense que ce sera très bien compris, mon père disait, le génocide, c'est une névrose héréditaire. Et ben, je peux vous dire qu'elle est bien active, là. Plus sérieusement, je pense que il faut avoir conscience, on l'a évoqué, qu'il y a énormément d'intérêts des uns et des autres liés à cette région du Caucase et que finalement le droit, l'humanitaire et le sort des Arméniens n'intéressent pas tant que ça les gens. Ça leur donne mauvaise conscience, ils aimeraient bien le régler pour avoir bonne conscience et pouvoir se regarder dans la glace le matin, mais c'est pas ça qui les mobilise. Il y a peut-être une solution qui en tout cas pourrait me paraître réaliste et intéressante, c'est que le président de la République qui n'a pas été efficace, mais qui a été le plus engagé pour la défense de l'Arménie. Il n'a pas été efficace, c'est la réalité qu'il dit, hein, c'est pas moi. C'est qu'il convoque une conférence internationale justement pour signer un traité de paix, là, maintenant, au mois d'octobre 2023, qu'il convoque l'Arménie, qu'il convoque l'Azerbaïdjan et les puissants du monde, et qu'on se mette publiquement autour de la table en disant voilà la paix qu'on peut signer. Et là, on verra bien qui refuse la paix. Et si l'Azerbaïdjan refuse la paix, à ce moment-là, je pense que peut-être on peut avoir l'espoir que l'Union européenne, que les Nations unies acceptent sur le territoire souverain de la République d'Arménie de mettre une force d'interposition pour protéger l'Arménie. Je pense que ça peut peut-être faire quelque chose de concret. Il n'y aura pas de force d'interposition par une décision des Nations unies s'il n'y a pas quelque chose qui le drive avant. C'est mon sentiment. Richard Audier. Oui, voilà. Mais je voulais, parce qu'on est quand même sur RCJ, aussi replacer un tout petit peu la perspective avec le rôle des Juifs et d'Israël dans cette région. Et je vais prendre 3 minutes, pas plus, mais... Allez-y, c'était prévu dans le temps d'antenne. Le dernier quart d'heure devait être consacré à ça. Alors, l'Azerbaïdjan, paradoxalement, parce qu'on oublie tout, ça a été une des terres les plus accueillantes pour les Juifs sur des milliers d'années. Et c'est pour ça qu'il y a un lien affectif très fort entre la communauté juive et l'Azerbaïdjan. Et nous, par exemple, avec le centre Simon Wiesenthal, ça fait des années qu'on essaye de faire classer la ville de Kimsi, qui est une des villes de ce qu'on appelle des Juifs des montagnes, qui est au moins datée d'il y a 12, 13, 14 siècles, qui a protégé ces Juifs, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'à chaque fois qu'on pose cette question-là, on nous ramène au conflit palestinien, ce qui n'a bien évidemment aucun rapport. Aucun rapport. Deuxièmement, c'était un État musulman d'accueil. Donc dans cette région, on sait ce qui se passe un peu partout, et François évoquait le sort des Arméniens, mais on a vu le film de Caroline Fourest, et là aussi tout le monde se réjouit du film de Caroline, mais les Kurdes ont été lâchés par tout le monde. On peut pas dire qu'ils aient été beaucoup aidés. Après, ce qu'ils ont fait pour Daesh, enfin contre Daesh, on les a abandonnés. Et donc, là aussi, c'est bien de voir le film de Caroline qui est remarquable, mais ça ne suffit pas. Mais l'Azerbaïdjan était cette terre d'accueil musulmane et qui donc avait des liens avec Israël. Deuxièmement, l'Arménie me fait souvent penser au Liban. C'est-à-dire que le Liban doit être le pays le plus en paix avec l'Europe, Israël et ses voisins. Mais il a eu des dirigeants qui ont essayé de faire de la géopolitique depuis 1947 et c'est un échec total. Les Arméniens, une partie des Arméniens ont joué avec, à un moment, Gemayel, les forces palestiniennes. Donc ça a créé des tensions dans tous les pour
pour l'Arménie et les Juifs, une proximité sans faille, c'est-à-dire des individus juifs depuis 1915, et les livres de Duclerc, de Ternon, enfin tout ce qu'on fait les uns et les autres ici. Marc Nobel ce matin à la radio en est partie prenante, ou le président du Fonds social, Ariel Goldman, ou Jonathan Arfi, qui s'expriment assez facilement. Pour autant, c'est vrai qu'il y avait une partie aussi à Jérusalem, le patriarcat arménien à Jérusalem, qui à un moment avait des positions compliquées avec l'existence d'Israël. Donc ça a généré des problèmes entre Israël et l'Arménie. Israël, Jackie et Mamou et François Devedjian parlaient du traumatisme du génocide. Oui. Là, on est aujourd'hui même aux 50 ans de la guerre de Yom Kippour. Israël a le double génocide dans la tête de l'Arménie et des Juifs, mais le trauma de Yom Kippour, de l'abandon en fait de la communauté européenne, parce que c'est une guerre qui a duré 30 jours. Oui. C'est pas une guerre qui est comme la guerre des 6 jours, c'est pas une petite roquette qui tombe. On pensait qu'Israël allait disparaître. Vous parlez à un Israélien qui a vécu ça, ou il y a 50 ans, il se dit, mais on pensait qu'Israël était terminé. Donc, depuis la guerre des Kippour, le champ géostratégique d'Israël, il est un État froid. Froid, c'est-à-dire qu'il défend ses intérêts froids. Ça ne veut pas dire que ces individus sont différents. Mais l'État d'Israël, aujourd'hui, il doit protéger, en tout cas, sa population, et ce champ stratégique est essentiel. Deuxièmement, sur Israël, et je ne suis pas du tout avec les grands Israël et tous ces sujets-là, hein, mais une partie d'Israël, quand on le lit, et on est vraiment dans l'époque là, j'allais dire après Yom Kippour aujourd'hui, on se rappelle que Moïse, il meurt après 40 ans dans le désert, mais il s'arrête. Et il n'arrive pas. Il n'arrive pas à traverser le Jourdain. Ouais. Donc toute l'histoire du peuple juif, elle est au mont Moab, au mont Édom, de l'autre côté en Jordanie. Et heureusement, on aurait dû faire une grande carte dans le studio, on la mettra peut-être après à la fin de l'émission. Malgré cette histoire qui est physiquement là, on va pas, en dehors de certains dingues, on ne va pas aller chercher cette légitimité d'Israël. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que ce que dit François Devedjian est essentiel. C'est-à-dire qu'on doit faire une paix en Arménie avec des concessions mentales, morales, géographiques. Mais comme le dit Jackie, on doit sauver les gens. On doit sauver les gens. Alors, Israël, on peut débattre du sujet, et effectivement, l'Azerbaïdjan est un point géostratégique pour Israël face à l'Iran qui, tous les jours, dit « dès que j'ai la bombe, je tire ». Oui. Hein, on a vu Saddam Hussein quand il disait « dès que j'ai la bombe, je tire ». Il l'a fait avec les Scud. Israël n'a pas appliqué. On a retenu le bras de Shamir, mais voilà, il le fait. Et donc, généralement, quand des dictateurs disent qu'ils vont faire quelque chose, il faut les croire. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, pour terminer mon propos là-dessus, moralement, il est inconcevable que les Juifs ne soient pas totalement solidaires des populations civiles, de l'Arménie, de l'histoire du génocide. Inconcevable. Il est immoral d'aujourd'hui d'aller en Azerbaïdjan et d'aller serrer la main à celui qui veut appuyer sur les armes, etc. On parle très concrètement, là, Richard Augier, d'une conférence qui doit avoir lieu de rabbins en Azerbaïdjan. Le nettoyage ethnique, il est là, il existe, il n'y a même pas à contester. Et donc, il n'y a même pas à se poser la question de la solidarité. Et donc, nous, Juifs de France... on est français avant tout et juifs avant tout, et donc on n'a aucun problème à avoir une solidarité pleine et entière, qu'elle soit dite ici. Et moralement, on ne peut pas, en ce moment, avoir un parti pris autre. Mais comme nous, on est aujourd'hui amis avec les Allemands, les Polonais, les Ukrainiens, malgré toutes ces horreurs, il faudra faire la paix, et j'espère qu'on fera la paix avec le Liban et qu'on ira manger tous au Liban. Et donc, voilà, si un rabbin quelconque aujourd'hui dit il faut y aller, non, c'est pas logique. On peut pas faire ça. Et pour terminer mon propos sur le côté juif, voilà, il y a eu quelques rabbins qui ont dit on peut pas utiliser les mots Shoah, génocide, etc. Mais on peut pas écrire ça. Bien évidemment, c'est pas la Shoah. Quand on dit ne plus jamais ça, on sait très bien qu'il n'y aura plus Auschwitz-Treblinka. Mais il y aura toujours une volonté génocidaire. Donc quand nous, on essaie d'avoir un devoir non pas d'histoire, de mémoire, mais c'est un devoir d'histoire, de comprendre les phénomènes. C'est le merveilleux travail qu'a fait Chouraki à Aix-en-Provence avec le camp d'Émile. C'est de comprendre les mécanismes qui conduisent au génocide et au crime de guerre. Et ça, oui, il faut se revendiquer de la Shoah. Et oui, il faut se revendiquer, comme l'a fait Jackie, de ce qui s'est passé au Rwanda avec les Tutsis il y a bientôt 30 ans, jour pour jour. Et oui, il faut se référer à 1915. Donc, on n'a pas à dire
et trouvé anormal qu'en Arménie, on parle de la Shoah en ce moment. C'est des référents normaux. Voilà, j'en ai fini dans cette petite parenthèse. Allez-y, François, il nous reste quelques minutes. J'allais vous demander à chacun un mot de conclusion. Juste sur Israël, d'abord, les Arméniens font très clairement la différence entre les intérêts d'Israël et le peuple juif, et en particulier la communauté juive de France, qui est un soutien historique des Arméniens, et on n'a aucun doute là-dessus. Je voudrais juste quand même dire sur Israël, moi j'ai été en Israël avec des amis en 1987, j'ai été bouleversé par Israël, que je trouve un pays formidable et plein de vie et d'espoir. J'oublie pas que le peuple juif pendant 2000 ans a dit demain à Jérusalem, je sais ce que ça représente. Mais justement, aujourd'hui Israël c'est une démocratie. Aujourd'hui Israël c'est un État qui a été construit sur la survivance d'un génocide, et je pense que Israël a un devoir vis-à-vis du monde et de l'humanité, et ce devoir c'est la liberté, c'est le droit, c'est la démocratie, et quand Israël bafoue ses principes, même pour défendre sa sécurité, je pense qu'Israël se trompe, et que la sécurité d'Israël est évidemment légitime, mais marcher sur ses principes est à mes yeux une erreur. Merci, Maître François Devedjian, Richard Audier. Merci, Jacky Mamou, je vous laisse le mot de la fin. C'est pour vous. J'en suis très honoré. Mais vous savez, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup choqué, c'est que Israël n'ait pas reconnu le génocide des Arméniens. On en a souvent parlé sur cette antenne. Oui, écoutez, alors je comprends bien, là encore, il y avait des arrière-pensées stratégiques avec la Turquie, évidemment. Mais d'abord, on peut reconnaître un acte de génocide de quelqu'un qui peut être un partenaire, voire un allié, sans pour autant... Un acte historique, ancien. Voilà, et comme avec l'Allemagne. Oui. Voilà, sans pour autant... avoir de l'animosité avec cet allié, ce partenaire, etc. Et il y a eu des périodes quand même de grande tension entre Israël et la Turquie. Pourquoi ils n'ont pas saisi ce moment-là pour le faire? Je ne sais pas. J'avoue que je comprends. Je n'ai jamais compris cette chose-là. Bon, et après, bien sûr, je suis comme vous tous très gêné de l'attitude des rabbins. Franchement, qui s'occupe de religion et pas de géopolitique, quoi? Franchement, ça va comme ça. Voilà, il y a des choses éthiques qui sont au-dessus de petits jeux qui n'ont aucun sens. Enfin, si, qui ont un sens là, mais un sens très négatif. Pour que nos auditeurs comprennent bien, c'était la réunion de rabbins qui doit avoir lieu en Azerbaïdjan. Le dernier mot, voilà. Jackie, c'est un mot humanitaire. Non, mais rien, il faut sauver les Arméniens. Voilà, il faut sauver les Arméniens. Il faut sauver les Arméniens. Nous, de plus que ce qu'on a fait là, au niveau de l'aide. Non, on en a parlé pendant 1 heure, mais au niveau de l'aide humanitaire, est-ce qu'il y a quelque chose de concret, Richard Audier, qu'on peut faire? François Devedjian. Donner au Fonds arménien de France. Eh bien voilà. Sur cette antenne qui est l'antenne du FSJU, il y a eu l'aide apportée à l'Ukraine, il y a eu l'aide apportée lors du dernier tremblement de terre aussi au Maroc, Richard Audier. Et en Turquie, exactement, j'imagine qu'il y aura aussi une aide qui pourrait être apportée. Le deuxième conflit. Bien sûr. Au Karabakh. Enfin, on a envoyé des médicaments. Exactement. Avec la Fondation Aznavour. Voilà, exactement, et on en est fiers. Voilà, je ne voulais pas rappeler ça, mais on a fait avec l'équipe du collectif Urgence Darfour, on a envoyé énormément de médicaments et grâce à la Fondation Aznavour, parce que le problème c'était l'accès sur place. Mais très récemment avec le fils, avec la famille Aznavour. Donc on est passé par eux pour être sûr que les produits arrivent sur place. Parce que là aussi, c'est pas le sujet, mais dans l'humanitaire, il faut être vigilant sur l'urgence et vigilant sur les partenaires. Sur l'urgence et sur le long terme. Vous avez raison, les deux bonnes références pour être sûr que ça arrive, c'est la Fondation Aznavour qui est extrêmement sérieuse et qui fait beaucoup de choses, et le Fonds arménien de France qui est du même niveau, fait extrêmement sérieux et fait beaucoup de choses, et qui est déjà au Skionik. Je les connais plus que la Fondation Aznavour, mais les deux sont très bien. Voilà, effectivement, nous, on connaît bien aussi la Fondation et les enfants Aznavour, et effectivement, c'est un travail remarquable. Merci Jacky Mamou, merci Maître François Devedjian, merci Richard Audier, merci également à Jeanne Barsigan, la maire de Strasbourg, qui était avec nous au début de cette émission. Cette émission que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast sur l'application RCJ, sur tous les réseaux. Et on se quitte comme on a démarré avec cette voix qui a tant fait, et pour le monde entier, et pour son pays, et pour son peuple, la voix de Charles
Charles Aznavour et pour Israël aussi. Qu'est-ce qui nous manque? Shabbat Shalom à vous toutes et à vous tous. Et dans un instant, dans quelques minutes, après Aznavour, c'est un livre à lecteur avec Florence Berthoud. Avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts d'effroi, ils sont tombés en invoquant leur Dieu au seuil de leur église ou le pas de leur porte, en troupeau de désert titubant encore, terrassés par la soif, la faim, le fer, le feu. Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique, tandis que croupissait un peuple dans son sang. L'Europe découvrait le jazz et sa musique, les plaintes des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tombés pudiquement sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge, devenant un instant minuscule fleur rouge, recouvert par un vent de sable et puis d'oubli. Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau qu'envole une balle fracasse, pour mourir n'importe où et sans laisser de traces, ignorés, oubliés dans leur dernier sommeil. Ils sont